Bienvenue dans l'émission avec Dame Dörte et Messia Pierre. Bienvenue, gentes dames et beaux damoiseaux. Oyez, oyez, Xenius vous emmène vivre la vie aventurière des chevaliers. Pour cela, on a fait spécialement le voyage jusqu'en Provence. Mais il nous reste encore à voyager dans le temps. Voici l'endroit idéal pour remonter jusqu'au Moyen-Âge, car ici, en Provence, la forteresse de Mornas était autrefois une place forte de la chevalerie. La langue maternelle de Richard Cœur de Lion était d'ailleurs l'occitan. Et même si cette époque est loin derrière nous, elle continue à nous fasciner. Ainsi que moult us et coutumes qu'on continue d'associer aux preux chevaliers, comme les armures, les tournois ou le fameux esprit chevaleresque. Mais comme souvent avec les clichés, ils sont souvent nourris par une bonne part d'invention. Alors, comment vivaient vraiment les chevaliers autrefois et quel était leur rôle ? La carrière de chevalier démarre par une cérémonie solennelle. À 21 ans, le prétendant est adoubé au rang de chevalier. Auparavant, il a dû servir 7 ans comme écuyer. Je jure d'être votre fidèle vassal pour l'éternité. La plupart du temps, ce sont les descendants de grandes et nobles familles qui prêtent serment à leur suzerain. Devenir chevalier, c'est devenir un soldat d'élite qui combat à cheval. Lors de son adoubement, le chevalier reçoit aussi des terres que ses paysans sont chargés de cultiver. Pour cela, il doit jurer fidélité éternelle à son seigneur et en France, souvent même au roi. Il s'engage à respecter à la lettre les règles de la chevalerie. Dignité, respect et courage. Devant Dieu, je jure de servir fidèlement mon suzerain. Que Dieu me vienne en aide. En période de paix, quand les véritables ennemis manquent à l'appel, le chevalier peut montrer son courage lors de tournois. Ces jeux martiaux très réalistes, à la fois entraînement militaire et fêtes populaires, sont un divertissement qui attire les foules. Les épreuves sont l'occasion pour les chevaliers d'acquérir une réputation de combattants intrépides. Une victoire fait gagner en prestige, un avantage pour prétendre à la main de la fille d'un grand seigneur. La joute équestre est l'épreuve phare du tournoi. Les lances ont souvent une pointe émoussée, mais dans certaines disciplines, les combattants peuvent s'affronter avec de vraies armes. Le tournoi est une véritable compétition, difficile et dangereuse. Les accidents graves ne sont pas rares, surtout quand un chevalier n'est plus protégé par son aume. Mais le risque en vaut la chandelle. Le vainqueur reçoit souvent une belle récompense sonnante et trébuchante, ce dont les chevaliers ont désespérément besoin. Car un chevalier peut être issu d'une noble lignée sans être riche pour autant. Être chevalier suppose d'assumer des coûts importants. Il y a les servants, les chevaux, les armes et les armures à entretenir. Et ce, pendant toute une vie. Les châteaux forts ont beau impressionner, leur domaine ne regroupe souvent que 10 villages tout au plus. En période faste, les paysans peuvent financer en partie le train de vie de leur seigneur. Mais une seule mauvaise récolte et c'est la disette pour tous. Sans compter que les chevaliers sont sans emploi tant que leur seigneur ou leur roi ne les envoie pas guerroyer. Alors beaucoup d'entre eux trouvent une solution. De plus en plus de chevaliers brigands s'en prennent aux marchands ambulants ou aux villages des seigneurs voisins. La bonne réputation des chevaliers se dégrade, car ils ne combattent plus des adversaires de leur rang, mais s'en prennent aux petites gens sans défense. C'est finalement l'Église qui leur trouve une nouvelle mission en utilisant à son profit leur soif de combattre. À la fin du XIe siècle, le pape Urbain II appelle les chevaliers à libérer Jérusalem des Sarrasins. Dans un champ près de Clermont, le chef suprême de l'Église catholique demande à la chrétienté d'entrer en guerre. Le pape a eu une vision. La ville de Jérusalem, où a vécu le Christ, doit devenir celle de tous les chrétiens. Le croissant islamique qui orne les coupoles de la ville sainte doit céder la place à la croix chrétienne.
Dieu le veut devient le cri de ralliement des croisés. Mais la croisade au nom de la chrétienté pousse surtout les chevaliers brigands à partir accomplir leurs méfaits en Orient. Les batailles sont aussi sanglantes qu'inutiles, car malgré leurs armes, les croisés ne parviennent pas à conquérir durablement Jérusalem. Un ordre voit bientôt le jour, officiellement pour protéger les pèlerins lors du dangereux voyage vers la Terre Sainte. L'ordre du Temple. Leur symbole, une croix rouge sur fond blanc. Mais même les Templiers, normalement au service du bien, œuvrent surtout pour leur propre profit. En quelques décennies, l'ordre devient l'une des plus riches organisations du Moyen-Âge. Un ordre trop riche et trop puissant pour le roi. En 1307, Philippe le Bel décide d'anéantir les Templiers. Pour les autres chevaliers d'Europe aussi, la fin des croisades marque la fin d'une époque. Entre-temps, la monnaie a remplacé le troc de marchandises et rendu la féodalité inutile. Un seigneur de guerre peut désormais embaucher des soldats volontaires selon ses besoins. C'est la fin des combattants d'élite et de l'idéal chevaleresque. Mais pendant quelques siècles, les chevaliers ont écrit un chapitre flamboyant de nos livres d'histoire. Ce chapitre n'est pas vraiment refermé. Au XIIIe siècle, la forteresse de Mornas accueillait des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Aujourd'hui, on peut y croiser des chevaliers modernes, fiers de perpétuer la tradition. Moi, Olivier d'Avignon, je te défie dans un duel courtois. Ce sont les règles de la chevalerie. Écuyer. Vous combattez. Rends-toi. Tu as perdu. Impressionnant. Ouais, bravo. C'est bon, vous êtes encore en entier? Messire Olivier d'Avignon, vous êtes chevalier d'une confrérie qui s'appelle l'Oriflamme. C'est une entreprise en fait qui fait revivre les traditions médiévales. Le combat que vous venez de mener ensemble, c'était un type de combat spécial? Alors le combat qu'on vient de mener, c'est en fait un combat de type du tournoi du XIVe siècle. Donc typiquement, c'est des combats où les chevaliers se battent pour prouver leur honneur et leur bravoure. Ils se battent avec des épées non tranchantes, donc exactement le même type d'épée qu'on utilise aujourd'hui. Ce n'est pas un combat qui va chercher à tuer l'adversaire, donc on interdit les coups d'estoc, qui sont des coups où on va planter l'épée et qui sont particulièrement dangereux en combat. Et comment vous savez comment c'est passé en combat? Il ne reste pas beaucoup de traces de cette époque. En fait, de cette époque, on a retrouvé beaucoup de traités, donc des traités d'armes qui ont été écrits par des maîtres d'armes de l'époque et qui précisent ou qui font démonstration de toutes les techniques de combat qui étaient utilisées à l'époque, des techniques pour tuer l'adversaire, pour se mettre en garde, pour savoir utiliser l'épée de différentes façons. Oh, des chevaliers modernes, évidemment. Merci, monsieur Dragono. Donc, par exemple, on voit que l'attaquant va faire un estoc. Donc un estoc, il va planter l'adversaire. Et le défenseur va faire un mouvement de poignet avec son épée pour dévier la lame. Donc ce défenseur va dévier l'attaque de l'adversaire. Dans la vie d'un chevalier, combien de combats on a en général? Alors c'est difficile à répondre, en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Il faut dire déjà que le Moyen-Âge est une période très mouvementée. On passe de périodes de paix à des périodes de guerre comme les croisades, comme à de 100 ans où des soldats qui vont aller à la guerre ont une espérance de vie qui est, je dirais, très limitée. Puis en dehors de technique, il y avait aussi l'armure qui protégeait les chevaliers, mais des recherches scientifiques ont montré que cette protection en apparence invulnérable avait aussi des failles.
Qu'ils soient à cheval ou à pied sur le champ de bataille, les chevaliers sont considérés comme les soldats d'élite du Moyen-Âge, dotés d'une armure censée les rendre invulnérables. Au début, ils n'étaient protégés que par un épais gilet de cuir. Bouilli pendant des heures, il devient dur tout en restant léger. Au XIe siècle apparaissent les premières cottes de mailles comptant jusqu'à 20 000 anneaux de fer reliés entre eux pour protéger le chevalier des épées ennemies. Mais l'armure du chevalier devient emblématique avec la création des armures de plate qui recouvrent presque tout le corps. Les chevaliers semblent peut-être invulnérables, mais au prix de plusieurs dizaines de kilos sur les épaules. Dès le VIe siècle de notre ère, en Chine, on choisit un autre matériau, bien plus léger, pour les armures des guerriers, du papier. Pourtant, il peut se déchirer, ne supporte pas l'eau et prend facilement feu. Le secret, un pliage méticuleux, censé apporter la solidité nécessaire. Nous allons faire une expérience avec 2 cascadeurs et 2 armures. Papier contre fer. Le papier peut-il offrir une protection suffisante lors d'un combat? Avant le test, les 2 professionnels sont unanimes. Ça devrait protéger des flèches. Contre les entailles, je ne suis pas sûr. Mais ça ne protégera pas d'un coup puissant, avec la pointe d'une épée, d'une lance ou d'un poignard. Je n'ai pas confiance, c'est trop fragile. L'un des combattants enfile l'armure chinoise de papier. L'autre choisit la plus résistante des armures de fer médiévales. Après 2 petites minutes de combat, arrive ce qui était à prévoir. L'homme en armure de fer devient nettement plus lent. La carapace de métal enserre sa poitrine. Sa respiration devient difficile et ses forces diminuent. Difficile. Même quand on a l'habitude. C'est très fatigant. Sans compter que la lourde armure entrave ses mouvements. Plus le combat dure, plus l'adversaire prend l'avantage grâce à sa légèreté. L'avantage est net. Je tiens le coup plus longtemps. Lors d'une bataille qui dure du petit matin à la nuit tombée, je finirai plus en forme que dans une côte de mailles. C'est si confortable qu'on pourrait la mettre pour se promener le dimanche. Si j'arrive à lui mettre un bon coup rapidement, c'est fini pour lui. Il n'a aucune chance contre un coup d'estoc. L'armure en fer a un autre inconvénient. Elle s'échauffe fortement. Au bout de seulement quelques minutes, il fait presque 34 degrés à l'intérieur. Les chercheurs supposent depuis longtemps déjà que les chevaliers mouraient plus souvent d'un coup de chaud dû à l'armure que d'une véritable blessure. Un gros risque à prendre pour se sentir protégé. L'armure chinoise légère aurait-elle pu remplacer avantageusement notre armure médiévale en fer? Aurait-elle tenu le coup face à des armes lourdes? Faisons le test avec des armes classiques. Épée, lance et flèche. Les marques qu'elles laissent sont à peine visibles. La seule chose efficace, ça doit être un marteau. Là, l'armure ne sert plus à rien parce que c'est les os qui encaissent. Mais contre les entailles, c'est idéal. C'est incroyable, je n'y aurais jamais cru. Je suis vraiment étonné. Le secret vient d'une caractéristique du papier. Quand il est plié, il est capable d'absorber des chocs importants et de les répartir comme un tampon. Même si l'histoire n'en a pas donné l'occasion, face à des soldats chinois vêtus de papier, les chevaliers occidentaux auraient très certainement perdu la bataille. À la fin du Moyen-Âge, quand les seigneurs ont constitué des armées de paysans et de simples citoyens, les points faibles des armures étaient déjà bien connus. Une fois le chevalier désarçonné, sa protection l'encombre plus qu'elle ne le sert. Son armure devient alors un piège mortel.
Plus tard, les canons et l'artillerie envahissent les champs de bataille. La force de l'arbalète moderne permet même à ses carreaux de transpercer le métal. Le chevalier est vaincu, touché mortellement par le progrès. Et à la forteresse de Mornas, ici en Provence, il y a quelques chevaliers qui ont survécu, comme Messire Olivier d'Avignon, c'est votre nom de chevalier. Ce qu'on n'a pas encore vu sur vous aujourd'hui, c'est cette armure intégrale, entièrement recouverte de métal, où le chevalier est un peu comme dans une boîte de sardines à l'intérieur. Alors, je pense que vous parlez du harnois blanc. Donc le harnois blanc, c'est une armure qui est apparue au XVe siècle, donc qui est l'évolution totale de nos armures, et qui recouvre, donc, comme vous l'avez dit, le chevalier complètement de fer et de maille, et qui protège le chevalier aussi d'une très bonne façon. Alors il y avait les différentes modes, chic et pratiques. Alors effectivement, je ne parlais pas de mode, mais il y a différents types d'armures qui ont évolué au cours des siècles. Je vais m'approcher de Thomas d'Aubessagne. Le plus pauvre, j'imagine. Effectivement, le plus pauvre des chevaliers. Donc vous pouvez le voir qui porte des spalières ici, des bras d'armure, et simplement un gambison. Donc le gambison, qui est ce gilet que nous voyons sous son tabard, qui est en fait la fixation de l'armure. C'est un gilet rembourré qui va permettre d'amortir les coups d'épée qu'il va recevoir. À sa gauche, nous avons le sire Michel de Montazel, un peu plus richement équipé, qui porte, en plus de ça, une cotte de maille et des gantelets pour glace, qui vont lui protéger les mains durant la bataille. Vous remarquerez aussi les grèves d'armure qui vont protéger les tibias. Et enfin, un chevalier, je dirais, encore plus fortuné, Messire Marc d'Agonau, qui porte une armure complète avec une cotte de plaque. S'il veut bien nous montrer les plaques qui sont dessous. Donc le cotte de plaque, un gilet de cuir avec des plaques d'armure rivetées dessous. Il porte des mitons, qui sont des protections des mains un peu plus renforcées et un peu plus résistantes que des hors-glace. Et une armure un peu spéciale, une armure type lamellaire. Une armure donc faite de cuir avec des bandes d'armure, des bandes d'acier donc, rivetées dessus. Bien, voilà pour la partie théorique. Pierre, il est désormais temps d'enfiler une armure afin de dévoiler le chevalier qui est en toi. Désolé, Dirt, mais il n'existe pas d'armure médiévale à ma taille. Donc, je vais avancer mon pied droit et tourner autour du pied gauche. Si je veux parer un coup, quand on va recevoir un coup, la première chose qu'on va faire, c'est reculer le pied avant. Ah, Voilà. comme un chevalier. Dépend des styles. Attention, casque. Bras droit. Bras gauche. Ah, c'est gauche droit, c'est toujours un peu compliqué. À votre service, noble seigneur. Vous avez combattu avec moult courage, chevaleresse. Vous m'envoyez fort honoré. Dites-moi donc, monsieur chevalier, qu'est-ce que vous faites normalement dans la vie? En fait, dans la vie, je suis dans mon autre passion, donc en fait, dans l'aéronautique. Je suis gestionnaire de configuration pour Airbus France. Intéressant. Mais qu'est-ce qui pousse autant de gens aujourd'hui à se déguiser en chevalier? Le chevalier des temps modernes profite de certaines avancées technologiques, même si ce n'est pas toujours très pratique. Non, je ne peux pas. Je suis en déplacement. Je ne suis absolument pas dispo. Michael Köpf fabrique des armures sur mesure. Il est le fournisseur incontournable du chevalier moderne. C'est l'un des 5 forgerons armuriers d'Allemagne. Un métier qu'il a dû apprendre sur le tas et qu'il a choisi après avoir posé la mauvaise question quand il était petit. À 16 ans, j'ai voulu jouer au chevalier. Il me fallait donc une armure, mais je ne savais pas où en trouver une.
Mon père m'a dit, il y a des tôles derrière la maison, essaie de t'en fabriquer une. S'il pouvait le faire à l'époque, toi aussi? Un attirail complet en acier extra fin atteint facilement le prix d'une petite voiture. Pour fabriquer une seule armure, il faut de longs mois de travail. Ses clients sont des chevaliers de cœur, tout comme lui, des gens passionnés par les jeux de rôle, grandeur nature, qui aiment remonter le temps jusqu'au Moyen-Âge. Les joueurs sont des gens très intéressants, qui ne recherchent pas la véracité historique à tout prix, mais qui ont une grande créativité. Régulièrement, les joueurs se retrouvent à différents endroits et se glissent dans leurs étonnants costumes. Même si ce n'est qu'un jeu, l'habillage peut durer jusqu'à 1 heure par chevalier. Ils viennent de toute l'Allemagne et se sont connus par cette passion commune. À chaque fois, leurs costumes élaborés servent une nouvelle histoire pour laquelle ils se distribuent les rôles imaginés à l'avance. Ces nobles chevaliers vont très certainement devoir mener bataille car ils ont une mission à remplir. Le scénario, c'est que 2 chevaliers brigands écument les environs et se sont cachés quelque part. On a été envoyés ici pour les retrouver et mettre fin à leurs agissements. Déjà, la veille au soir, ils sont entrés dans leur rôle pour jouer le prologue de l'histoire. Autour d'une table ronde, une assemblée de nobles chevaliers s'insurge contre les méfaits des chevaliers brigands. La décision est prise, cela doit cesser. Ils vont montrer à ces félons ce qu'est un véritable chevalier. Ils envoient un éclaireur explorer les environs. Effectivement, les 2 bandits semblent s'être réfugiés dans une vieille forteresse. Les joueurs se font un point d'honneur de mettre leurs camarades renégats hors d'état de nuire. Et peu importe si les vrais chevaliers de l'époque n'étaient pas toujours des hommes d'honneur. C'est ça qui est beau dans le grandeur nature. Le chevalier peut être le héros, le gentil. On ne garde de la réalité historique que ce dont on a envie. Le chevalier incarne un mode de vie et un idéal un peu romantisé qui ne sont plus possibles au XXIe siècle. Il doit respecter certaines règles de conduite et s'y tenir, quelles que soient les conséquences. Le jeu de rôle est peaufiné dans les moindres détails. Chaque joueur tient son propre sort entre ses mains gantées de fer. Il y a les combats, il y a le fait d'être un meneur, un modèle. Quand on remplit sa mission, et j'espère que j'y arriverai, c'est un vrai bonheur. Les combats sont plus dynamiques et plus réalistes quand on se bat avec des gens entièrement en armure. Ce que j'aime, c'est tester mes limites émotionnelles. On peut ressentir tous les sentiments, que ce soit la colère ou la joie dans ces jeux. On peut aussi bien se mettre une bonne raclée que jouer des émotions de façon théâtrale, selon l'ambiance. C'est génial. Rien ne permet aux joueurs de s'évader autant du quotidien que d'accomplir les exploits d'un chevalier, même mis en scène. Dans ce rôle, je peux vivre une aventure, être un héros. Dans la réalité, il n'arrivera jamais que l'avion où je me trouve pique du nez, alors que par chance, je sais piloter. Mais dans ce monde fictif, je peux être le héros. Autre avantage du jeu de rôle, les chevaliers se relèvent après la mort. Et ils prévoient déjà leur prochain fait de gloire. Car de nombreux autres malfaiteurs attendent d'être combattus, quelque part, là, dehors. Ah, voilà. Très beau. Oups, ça. Tu veux que je te serve? Ah oui, bien sûr. Ah, heureusement, les raisins, ils existaient déjà au Moyen-Âge. Je préfère largement cet autre aspect de la vie de chevalier. Oui, ça ne m'étonne pas. Normalement, on devrait avoir des servantes et des pages, mais c'est un honneur pour moi de te servir. Pour moi aussi.
Conduisez-vous en chevalier, nobles téléspectateurs, soyez sans peur et sans reproche. Et curieux, bien sûr. À bientôt. À la prochaine. Au revoir. Bon appétit. Oui, bon appétit.